Bonjour à tous et à toutes. Bon, tout d'abord, je vais remercier les organisateurs d'avoir pris le risque de m'inviter. Et je vais vous parler du pied serré, les bases fondamentales. Je vais commencer par une déclaration d'intérêt qui fait partie de l'usage. Évidemment, mon aspect corporatiste fera que j'ai des liens avec tout ce qui concerne l'art vétérinaire. Et malgré la sympathie que j'ai pour les fournisseurs, les laboratoires, je n'ai pas de liens commerciaux avec eux. Alors, pied serré, ça m'a posé un problème de définition. Nous retenons la diminution du volume du pied, ce qui suppose une certaine élasticité de la boîte cornée. Nous, en tant que vétérinaires, on entend souvent les propriétaires de chevaux nous dire « Ah ben, il a été serré » et 9 fois sur 10, c'est faux. Donc, on a une notion relative du pied serré. Je vous ai quand même mis une photo d'un pinson qui, pour les professionnels de la maréchalerie, va vous choquer. Évidemment, il n'y a qu'un vétérinaire qui peut prescrire une ferrure pareille pour serrer le pied. Il s'agit en fait d'un traitement de fracture de la 3e phalange où on utilise le sabot comme un plâtre. Alors, se pose la question de l'inné et de l'acquis. C'est-à-dire que les pieds peuvent être serrés, petits, différentes conformations. Cela peut être de naissance ou venir, et on peut voir que cela se mélange au cours de l'existence. C'est-à-dire que le développement de l'individu est un petit peu représentatif du développement de l'espèce. Alors, du point de vue des races, eh bien, on a des races à petits pieds. Après, il y a la qualité, ça c'est inné. Après, il y a la qualité de la paroi du sabot. Il y a une partie innée et on verra aussi une partie dépendante alimentaire qui peut être acquise. Il y a l'environnement et les sols. Bon, on pense que c'est de l'acquis, mais pas tant que ça parce que à la longue, un sol peut donner de l'inné. Il y a les mécanismes de l'épigénétique qui font que, à la longue, le caractère se fixe. Il y a la mise en charge des forces de réaction du sol. Alors ça, c'est la partie la plus importante, c'est-à-dire que, on vous l'a expliqué tout à l'heure, s'oppose à la charge du membre la force de réaction du sol. En fonction de l'application de cette charge et de son importance, on a un développement ou non du pied. À l'inverse, on a le soulagement et la mise en décharge lors des boiteries qui aboutissent à une atrophie, l'atrophie étant une diminution de volume de l'organe. Et puis il y a des facteurs combinés. Donc, quelle est la place de la maréchalerie dans tout ça? Ce sera vers la fin que je vous en parlerai. Alors, je pense qu'on abordera 3 situations. On va aborder l'application de ces forces d'appui dont je viens de vous parler, que j'ai symbolisées par des flèches, les grosses flèches du bas, c'est la force de réaction du sol. Et puis leurs effets sur le sabot, c'est les petites flèches bleues. Donc on aura le pied sain qui va nous servir de modèle pour tout ce qui est la physiologie et le fonctionnement. Et puis, il y aura le pied atrophié, c'est celui qui est complètement à droite, qui nous servira de modèle pour l'étude de la douleur. Et puis, on terminera par le pied serré, qui concerne un peu de maréchalerie. Alors, les races et les tailles de pieds, on connaît bien les chevaux ibériques. C'est une fixation, une adaptation fixée au terrain sec et dur. Il y a d'autres modes de fixation du caractère de pied petit, c'est le pur sang anglais, le trachénaire, c'est plutôt une adaptation à la fonction. Et puis on peut avoir les deux, c'est-à-dire le quarter horse, qui est un mélange d'arabe, de barbe, de pur sang anglais, et aussi a subi une sélection à la vitesse, ça explique ses petits pieds. Mais la génétique n'explique pas tout. Vous voyez ici à droite Bon, je suis en rade.
Si, non, ça va, c'est une poignée corse, c'est tout. On peut avoir de l'inné et de l'acquis. Hein. C'est-à-dire que si je prends le cas d'un poulain qui a une encolure courte et une croissance rapide dans les jambes, il va avoir du mal à brouter. Et donc il va prendre des positions adaptées au couscous, hein, histoire de manger d'une façon ou d'une autre. Il peut se mettre en ciseaux, la photo du milieu, ou écarter les membres. Et ça va être en fonction de son comportement et éventuellement par mimétisme de la mère, son premier entraîneur étant la mère. Hein. Donc j'aurai des formes de pieds qui correspondront. Le cheval de gauche avec une encolure suffisamment longue eh bien, aura des pieds symétriques. Celui du milieu aura un pied beau et un pied évasé. Et celui de droite aura des pieds asymétriques. Dans certains cas, le pied beau est que acquis. Hein. En général, c'est des processus ou de douleur ou de contracture des muscles fléchisseurs profonds. Dans la douleur, le plus souvent, c'est la fracture de type 1 de la troisième phalange, qui est presque une fracture physiologique, c'est le pur sang. Hein. Jusqu'à l'âge de 2 mois, elles sont très fragiles, elles réparent complètement et on ne les détecte plus, mais elles ont eu le temps de provoquer une certaine modification de la conformation du pied. Si on s'intéresse aux variations de volume du sabot, hein, il convient de prendre en compte les éléments qu'on pourrait qualifier d'unité fonctionnelle. Hein, c'est-à-dire que j'ai la troisième phalange, le corium, c'est-à-dire le podophile, puis il y a le corium couronné, le corium cunéé, le corium soleil, les trois, mais surtout le podophile, et puis la paroi. Hein, alors, ça assure une fonction de protection, de support, propulsion et d'amortissement. Hein. Ce qui est intéressant de noter, et c'est dans les diapos du bas, enfin dans les photos du bas, c'est que le pied, vous le savez tous, est suspendu. C'est-à-dire que la troisième phalange reçoit la masse du cheval. Cette masse, elle appuie que très partiellement sur le corium solae et qu'elle est suspendue par le podophile au kératum, c'est-à-dire à la paroi. Alors, quand on va avoir des contraintes, on aura deux systèmes qui vont s'opposer. D'une part, la descente de la deuxième phalange et des éléments qui vont écarter un petit peu la partie postérieure du pied, et d'autre part, des tractions de haut banc qui vont avoir une action différente, surtout sur la face dorsale de la pince et des rangs-pinces, avec une inclinaison de la pince à l'arrière et un resserrement de la pince à la charge. Alors, pour que cette variation de volume soit possible, il faut qu'il y ait une certaine souplesse de ce sabot, de la corne de la paroi, le stratum. Hein. Alors évidemment, ça dépend de la qualité. Et là encore, on a l'inné et l'acquis. Alors, l'inné, c'est l'épaisseur. Dans l'inné, on a la kératine et la biotine, les composants qui sont aussi innés, mais pas complètement. On peut les modifier par la ration. Et puis, l'humidité et le sol vont conditionner soit la résilience, c'est-à-dire une paroi dure qui se déforme peu et qui revient très vite à sa forme originelle quand c'est sec, et puis à l'inverse, qui devient plastique, c'est-à-dire qui ressemble un peu à de la pâte à modeler, qui se déforme beaucoup et qui se revient peu à sa forme originelle quand c'est humide. Hein. Ça, c'est acquis, mais à la longue, par la voie de l'épigénétique, ça peut devenir inné aussi. Hein. Donc c'est un petit peu mélangé.
Influence aussi les flores bactériennes par leur action sur la ligne blanche, avec des décollements de la partie distale. Les agents chimiques, alors on a longtemps accusé les ferralus avec l'alumine de modifier la qualité de la paroi. Les alus modernes le font de moins en moins. On a les endotoxines et le métabolisme, c'est-à-dire la digestion du cheval. Alors très souvent, les lignes de stress dont on nous parle, les pieds cerclés, la photo en haut à droite, eh bien, ce sont des accidents temporaires d'inflammation de la couronne sous l'action de bactéries. Et puis on a d'autres phénomènes plus compliqués, comme la diapo du bas à gauche, des phénomènes auto-immunes, ce qu'on appelle des vasculites, et qui aussi influencent la qualité de la corne, qui perd son élasticité. Peut-être qu'en tapant dessus, ça ira mieux. Alors, parfois, l'inné prévaut sur l'acquis, c'est-à-dire qu'on peut mettre un âne ou une mule près de Normandie ou dans les marécages et gardera son pied petit. Très souvent, les chevaux conservent des traces de leur développement. Là, je vous ai mis une photo avec un os carpal numéro 1 supplémentaire. C'est une trace de l'époque de la polydactylie, c'est-à-dire quand les chevaux avaient plusieurs doigts. Eh bien, on le retrouve encore de temps en temps. Alors, on va prendre notre schéma du départ pour suivre un petit peu les mécanismes de la mise en charge du membre et voyons ce qui se passe sur un pied sain, c'est-à-dire la partie de gauche. On peut passer la suivante, merci. Alors, sur cette diapo, on a une anatomie fonctionnelle du pied. Et voir ce qui se passe à la mise en charge. Alors la mise en charge, on a une mobilité des structures avec une troisième phalange qui descend un peu, la couronne qui descend aussi, et la paroi qui s'incline dans le sens horizontal. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. La paroi s'écarte en talon, et alors en face solaire, les barres s'écartent, elles font comme une lame de ressort. Et la fourchette subit une dépression. Ça, c'est plutôt nouveau comme information. C'est-à-dire que ces relations avec les barres, quand les barres jouent, ça tend la fourchette. Les pieds qui fonctionnent bien ont une fourchette large. Ça, on le sait tous. Et vous pouvez remarquer sur les slides de droite, enfin les photos de droite, les schémas de droite, l'axe du haut-banage par le podophile. Et on comprend très bien qu'en fonction de l'inclinaison de la paroi, on aura un effet complètement différent sur l'orientation au moment de l'attraction, de la charge, pardon. Et puis, en rouge, vous voyez aussi le déplacement de la troisième phalange légèrement vers l'arrière. La troisième phalange est un peu mobile. Donc, c'est des travaux que l'on doit à William Bach et à Hilary Clayton. Donc ça, je viens de vous le dire, je passe. Et je vais vous mettre une animation prise à partir des travaux de Salvodi, qui ont déjà été évoqués tout à l'heure. Il travaille à l'Equine Research Center de Shandon, en Californie, aux USA, et il a fait des travaux très intéressants. Comme nous n'avons pas de vidéo pointeur, je vous ai mis les flèches, donc vous regardez attentivement la descente du boulet, l'écartement de la couronne et un faible écartement en bas distalement du talon. Et je vais vous dérouler ça maintenant. Si on est patient, ça va venir. Donc observez bien et vous allez voir, c'est maintenant que ça se déplace en bas. Tac, voilà. Très beau travail que l'on doit à Savodi. Alors le pied, il est vascularisé
Et on peut voir au niveau de l'anatomie fonctionnelle, c'est une diapo que j'ai prise sur le site de Weckmann qui est exposant ici. L'intérêt de cet dessin, c'est que ça nous montre que la vascularisation est vraiment médiale au cartilage complémentaire. C'était ça que j'avais derrière mon épaisse cervelle quand je vous ai pour vous montrer ça. Alors ça fonctionne de façon différemment en fonction de ce qu'on est à l'appui ou au soutien ou au soutènement. Quand on est au soutien en l'air, la vascularisation est ouverte. Quand on est en descente, on a un effet de pompe. Et quand on est à l'appui, ça bloque, c'est fermé. Si cet appui est un appui statique prolongé, eh bien, on a un arrêt de la vascularisation et on a ce qu'on appelle la fourbure. Je vous ai mis ici une diapo d'un cheval fourbu avec un appui d'un côté et une légère suppression d'appui autant qu'on peut le faire sur un phlébogramme qui vous montre la différence d'irrigation en fonction de ce qui a un peu d'appui ou de ce qu'on est au soutien. Et donc ça explique cet effet de pompe qui a été décrit dans plusieurs travaux, dont celui de Château. Alors, on va reprendre les dias de Savody et on va regarder ce qui se passe. C'est la flèche jaune, c'est la partie la plus intéressante à observer, c'est le mouvement du cartilage. Ça va vous montrer ce qui médialement donne l'effet de pompe sur la partie vasculaire et ce qui latéralement peut être la cause de SAEM lorsque ce cartilage est enfoncé assez profondément, c'est-à-dire que j'ai une paroi trop haute sur un pied serré par exemple. Donc je la lance parce que ça va assez vite. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'os qui nous intéresse aussi. J'ai pris volontairement un appui asymétrique. Vous voyez, c'est un peu de travers mon bazar là. Je l'ai emprunté aussi à Salvody. Parce que, premièrement, on peut avoir, malgré la qualité des conférenciers précédents, il arrive des fois que le parage ne soit pas optimal. Et puis, c'est aussi ce qui se passe sur les cercles et sur les appuis asymétriques. Vous allez observer vers la fin de si ma poignée marche, voilà. Alors vers la fin, vous observerez bien le mouvement de droite de la troisième phalange par rapport à la sole. Vous allez voir que là, il y a un appui, il y a une déformation de la sole, et au relevé, vous allez voir ce déplacement de la phalange. Voilà, très intéressant. Et alors, cet os, cette troisième phalange, c'est une structure qui s'adapte en permanence, c'est une matière intelligente, on va dire, qui recherche toujours la solidité maximum avec le poids minimum pour s'adapter aux contraintes. C'est la loi de Wolff, très connue des biomécaniciens. Alors je vous ai mis à gauche une troisième phalange. Vous voyez cet aspect justement gauche, tout tordu. Et alors quand on recherche l'aplomb optimal, eh ben, on peut s'arracher les cheveux parce que c'est tout tordu. C'est pas très facile. Donc on se pose la question de quelle phalange dans quel sabot. Alors pour cela, nous on a mis au point un petit scanner. C'est un scanner périphérique quantitatif qui sert à faire de la tomodensitométrie, nous donner les compositions de l'os, mais il nous sert aussi à faire de l'imagerie où on peut, avec des programmes, ressortir à la fois la paroi et la troisième phalange. Alors voilà ce qu'on obtient en montage 3D. Ça c'est un vrai cheval, c'est pas une expérimentation.
Et il est capable aussi d'analyser la structure osseuse. Donc ce qui est blanc, c'est ce qui est très, très dense, c'est ce qui est rouge, c'est ce qui n'est pas dense. Donc on sait où passent les lignes de force. Donc ça nous donne une information biomécanique des forces d'appui. Excusez-moi. Je suis en train de me battre avec mon engin, je vais en voir le bout, je vais demander au secours, voilà, je crois qu'on est allé un coup trop loin, on va en arrière. Ce qui est intéressant, et c'est là que je voulais en venir avec mes démonstrations de scanner, c'est les coupes transversales pour voir la face pariétale, c'est-à-dire le côté de la troisième phalange. Il n'y a aucune imagerie qui nous permette de bien étudier cette région-là. Et quand on va faire le tour des musées, il y a un écho terrible. Hein. Ça vous gêne pas ça, l'écho, ça va, vous entendez? Bon, je suis le seul à pas entendre, c'est pas grave. Quand on va dans les musées, on peut s'apercevoir que cette face pariétale de la troisième phalange est le site de plein d'ostéophytoses, de champignons osseux. Hein. Et on peut les voir avec le scanner. On les voit ici sous la flèche. Hein. Et il est sûr qu'une ferrure bien posée, avec bien brochée, tout comme il faut, eh bien, à cet endroit-là, cette seule ferrure peut donner un pied serré, hein, c'est-à-dire rendre vulnérant le stratum pour le podophile en le faisant frotter contre l'ostéophyte. Alors, je vais vous lancer l'animation, si ça fonctionne, et vous verrez à un moment passer ces irrégularités. Ben voilà. Donc c'est à peu près, c'est assez haut, hein, et on voit même un peu la déformation de la paroi. C'est assez haut, donc c'est un endroit où encore on met facilement le pinçon. Hein. Bon, on passe la suivante. Ah ben voilà, c'est bon, j'y suis arrivé. Donc, en fonction de la façon dont les forces sont appliquées, la force de réaction au sol n'a pas le même effet. Hein. On peut dire qu'une force appliquée tout doucement et longtemps a un effet de plasticité, alors qu'une force cyclique a un effet de résilience. Imaginez que vous sautiez dans la piscine, si on sort du bord de l'eau, l'eau elle va se déformer, elle est très, très plastique. Si je vais au plongeoir à 10 mètres, c'est pas le même topo, j'arrive sur quelque chose de très dur. Eh bien, la vitesse d'arrivée des impacts fait la même chose au niveau du pied. Donc on a deux sortes de déformations, dont un est particulièrement amortissant, et c'est pas le plastique, c'est le résilient. Hein. L'amortissement étant la réduction de l'énergie cinétique d'un corps en mouvement, hein, c'est la définition. Alors, cette application des forces, on en revient à ce qui a été vraiment très très bien décrit dans les conférences précédentes, c'est de savoir où elle s'applique, et c'est le centre de pression. Alors, de façon statique, c'est-à-dire ce qui va influencer la morphologie du pied, la plasticité. La technique de Denis Leveillard, je ne vais pas la décrire puisqu'il le fera beaucoup mieux que moi, mais une très très bonne technique, hein, en mettant son appareil, en le brochant sur un clou, il tire une ligne sur la fourchette, il broche le clou de l'autre côté, il retient l'équilibre, et quand il est au poil, bien au centre, il met son aimant sur le milieu du pied, et le cheval est absolument tranquille avec un pied qui ne bouge plus. Hein. Et puis, de cela dépend aussi, on intervient dans le système d'aplomb, et aussi, toujours ce même Denis Leveillard nous a mis un instrument, le TDL, qui est un instrument dynamique qui permet de prendre l'aplomb de façon non orthogonale, aussi bien à l'appui qu'au soutien. Et donc, on n'utilise pas le stick square, qui
une façon artificielle de déterminer l'aplomb et non pas physiologique. Si on regarde le pied de droite, le membre en vue proximo-distale, on a un genou offset, un canon qui est vrillé cagneux, et puis un boulet, surtout une phalange qui est varus, et un pied qui est un pied droit, qui ressemble à un pied gauche, avec une évalure externe verticale et interne oblique. Eh bien, tout ça, c'est un enchaînement qui fait que tout se compense et s'adapte. Et évidemment, si je prends un T-square, ben, j'aurai des soucis. Il faut vraiment tenir compte de ce qui est proximal, de ce qu'il y a au-dessus. Alors, de façon dynamique, le centre de pression, c'est-à-dire pendant toutes les phases de l'appui, de l'atterrissage jusqu'à la propulsion, c'est plus difficile. On a une possibilité de le savoir avec une technologie qui est très intéressante, c'est celle de chez Tescan. Ce sont des tapis piézo-résistants. Le tapis, c'est une feuille qui fait quelques microns, qui est sensible à la pression, qui enregistre les pressions en permanence durant tout le mouvement. Puis il y a un logiciel qui transforme les PSI, la pression, en kilogramme-force ou en kilonewton. Un kilogramme force, c'est 10 kilonewtons. Et on a soit des abacs chiffrés, soit des couleurs, la variation du centre de pression est calculée, on peut la connaître. Donc on sait tout ce qui se passe de l'impact à l'appui maximum jusqu'à la force de propulsion. Technique très intéressante qui, pour le moment, a un petit inconvénient, c'est qu'un des appareils est sur le canon. La prise en fait de raccord, et elle pèse quand même 200 grammes. Donc ça modifie un peu sur un cheval de sport. Alors, le centre de pression, on peut avoir un exemple d'appui asymétrique, par exemple sur cette vue solaire du sabot, où on voit finalement un demi-pied très développé et l'autre atrophié. Et alors, dans le cas présent, c'était facile de savoir pourquoi. C'est une fracture de troisième phalange de type 1 ou 2, je ne sais pas, je crois que c'est peut-être 2, mais enfin ça n'a pas d'importance, qui est une fracture assez fréquente, qui ne répare jamais complètement et qui est très bien tolérée. Donc on peut avoir des chevaux qui sont performants avec cette fracture-là, mais de temps en temps, elle reprend un aspect un petit peu aigu où on a des douleurs, mais surtout pendant longtemps elle a été douloureuse, d'où cette variation de la morphologie. Ceci nous illustre l'importance de l'appui sur la morphologie et sur le pied serré, et ça va nous servir d'introduction à l'aspect atrophié du pied en raison de la douleur. Donc si on reprend mon schéma de départ, on est dans la situation de droite, où je vais vous parler de la douleur du pied. Vous allez peut-être souffrir aussi, je ne sais pas. Alors, la mise en charge incomplète est appelée aussi un soulagement. Ça se traduit en mouvement par les boiteries et au box par les postures. Aujourd'hui, je parle presque que de la posture pour la raison suivante, c'est ce qui déforme le plus le pied. Ça se déforme plus au box qu'au boulot. Et quand un cheval présente une suppression, un soulagement partiel, sa posture est la suivante. Il a un membre qui est partiellement à l'appui, avec un boulet un petit peu projeté en avant, le membre projeté en avant, mais surtout, s'il y a de la douleur, et de façon, même si elle n'est pas très importante, ça c'est à savoir, l'extenseur commun du doigt où j'ai mis la pastille rouge est contracté. Et quand on a un extenseur commun comme ça, contracté en position immobile, c'est que le cheval fait casting contre la douleur. Et puis le boulet ne descend pas complètement. Si on veut prendre l'exemple extrême de suppression, et pour vous montrer que ça diminue la taille du pied, je peux avoir la dia suivante? J'y arrive pas. Voilà, c'est parfait.
J'ai pris l'exemple du traitement de fracture. Alors là, ici, on a une fracture de première phalange, qui est une fracture complexe par rotation, qui, sur la photo du milieu en haut, vous voyez qu'il y a un effet de coin de bois, hein, c'est le brodequin presque. Quand le canon appuie, ça ouvre la phalange comme une banane, hein. Donc le plâtre ne peut pas traiter cette fracture-là. Alors on l'a reconstitué sous scanner, avec 3 vis, on a tout rafistolé ça, c'était une bonne surprise. Mais pour qu'il n'y ait pas d'appui, on fait ce qu'on appelle un plâtre transfixant, met des broches, et toutes les forces passent au-dessus, hein. Donc c'est une technique qui maintenant est assez couramment utilisée dans les fractures complexes, et qu'on n'est pas très sûr de la solidité du matériel. Ce qui fait que ce cheval, il est 3 mois sans appuyer, enfin les broches ça tient 2 mois, 2 mois et demi, sans avoir appuyé son pied. Qu'est-ce qu'on constate? Le pied est complètement atrophié, et il est très long parce que il fait chaud sous le plâtre. Donc la théorie de la pousse de la paroi par l'aspect dynamique là est mis en brèche, hein. C'est vraiment la théorie de la chaleur qui fait que ça pousse, hein. Mais surtout l'atrophie est considérable, hein. Voilà. Donc on a un pied qui est atrophié, diminution de volume. Ce qui fait que je vais vous parler de douleur. Un petit peu de base neurophysiologique, j'ai besoin d'aide, merci. On peut passer à la suivante. On restera un petit moment sur la suivante. Je suis à 30 minutes, j'ai 10 minutes encore. Oui, là, il va falloir que je m'énerve. En fait, quand on parle de douleur, c'est un terme tout à fait abstrait. La douleur ne se passe pas là où se passe la nociception, c'est-à-dire que elle se passe dans le système nerveux central, cortex, hippocampe, etc. Elle associe l'intégration corticale avec l'émotion, avec la mémoire. Elle est fabriquée là, elle est abstraite. C'est pour ça qu'on n'a pas d'échelle très, très quantitative de la douleur ou pseudo-quantitative, et tout le reste, c'est de la nociception. Et c'est intéressant de connaître un peu le trajet de cette nociception qui se fait par des capteurs, hein. Donc les capteurs, c'est de la transduction, ça peut être sensible à la chimie, à la chaleur, et là, aujourd'hui, on s'intéressera surtout aux capteurs mécaniques et aux capteurs de pression. Et puis, les enregistrements, enfin les pressions enregistrées, parce que ce sont des capteurs de pression et de mouvement, sont transmis par des nerfs, hein, et là, on appelle ça de la transduction et de la transmission, et ça arrive dans la moelle épinière. Dans la moelle épinière, là, il se passe plein de choses, hein. Et il y a notamment des neurones qu'on appelle les neurones à convergence. Je vous ai mis get control là, c'est à cet endroit-là que ça devient intéressant. Où là, tout arrive, hein. Il arrive les informations sensitives, kinesthésiques, hein, et les informations douloureuses en même temps, pour le faire simple. Et c'est le plus fort qui gagne, qui passe, hein. C'est le système du contrôle de porte, hein. C'est un prix Nobel de 1960 de Walk et Melzack. Et ça remonte vers le système nerveux central, donc contralatéral, l'information qui a gagné. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'on s'en sert mais journellement sur le cheval, hein. Ils sont très sensibles à ce système-là. Et en maréchalerie, imaginez que j'ai de la kinesthésie qui domine. S'il y a une douleur, elle ne passera pas, hein. Et à l'inverse, imaginez que j'ai de la douleur qui domine, la kinesthésie ne passera pas non plus, hein. Ce sera elle qui ne passera pas. Donc on voit très bien qu'en agissant sur les récepteurs, donc sur les pressions, je vais avoir un effet soit délétère, soit thérapeutique, hein. Et c'est bien pour ça que l'art de la maréchalerie, c'est l'art de répartir les pressions. Et que un défaut de tournure, par exemple, un défaut d'application du fer peut provoquer une douleur et une diminution de l'appui. Alors, le pied est équipé de ces capteurs. Je ne vais pas vous les décrire, et de toute façon, il y a un tableau dans le proceeding qui vous les décrit, hein. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'ils sont un petit peu partout dans le pied.
et qu'en fonction de l'endroit où ils sont, ils vont nous donner des informations sur des sensibilités qui sont profondes ou superficielles. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de savoir où ça fait mal. Une sensibilité profonde, c'est une sensibilité qui va réagir à la pression. Donc la pression, c'est comme le pied serré, mais on va voir qu'on peut aussi faire autrement pour serrer un pied. Les vétérinaires s'y emploient tous les jours. Et cette sensibilité profonde, elle est très discrète, elle répond à un retardement, mais on peut la renouveler tant qu'on veut. Alors que la sensibilité superficielle, quand on met une pression dessus, elle répond de façon beaucoup plus spectaculaire et immédiate, mais on ne la renouvelle pas si souvent que ça. Il y a une déplétion des neuromédiateurs. Donc ça nous sert beaucoup parce que quand on va utiliser notre pince à sonder pour savoir ce qui fait mal, on va savoir si ça vient de l'appareil osto-articulaire ou du corium. Donc c'est quand même un instrument intéressant. Deuxième chose, la boîte cornée, bien qu'elle ait de la souplesse, etc., elle est quand même relativement inextensible, si bien que quand il y a de l'inflammation, œdème, chaleur, douleur, donc œdème, augmentation de volume, ça fait que ça ne peut pas se disperser. Donc le pied, tous les récepteurs sont saturés. Vous avez tous vu un cheval à abcès du pied en pince qui continuait à un certain stade de l'abcès du pied, c'est-à-dire quand il est vraiment bien gonflé, prêt à percer, et ben il va appuyer en pince et il lèvera les talons. Parce que de toute façon, il ne sait pas où il a mal. Donc ça, c'est aussi une chose à prendre en compte. Et en plus, à ce moment-là, c'est un autre système nerveux qui prend le relais, c'est le système autonome, et il ne répond pas au même traitement. En un mot, ne faites pas d'anti-inflammatoire sur un abcès du pied. Ça durera 6 mois. Alors, je vais passer quand même vite sur la pince. Disons qu'on applique tout ça pour explorer le pied. Avec la pince à sonder, c'est mieux logique. Vous avez les différentes situations, en pince, en paroi latérale, en fourchette, les deux talons ensemble, et puis en dynamique. Donc à chaque étape, on a une détection soit profonde, soit superficielle, en fonction de ce que je viens de vous dire, et une sensibilité ou une spécificité plus ou moins bonne. Sensibilité, c'est-à-dire c'est le seuil de réponse du test, et la spécificité, c'est ce à quoi ça correspond. En général, ça ne va pas de pair. C'est soit sensible, et dans ce cas-là, c'est peu spécifique, ou c'est soit très spécifique, c'est peu sensible. L'abcès du pied, ça peut même se détecter au pouce, c'est très peu sensible, mais c'est très spécifique. Donc, la pince paroi-sol, je viens de vous l'expliquer, c'est sensible, c'est peu sensible mais très spécifique, c'est l'abcès du pied latent. En quartier et sol, ça va être les fameuses ostéophytoses de la pariétale que je vous ai décrite tout à l'heure sur la coupe scanner, et c'est aussi les abcès. Alors, l'ostéophytose pariétale, c'est plutôt profond, et les abcès, c'est superficiel, ou les blêmes, bien sûr, c'est le lieu des blêmes. Je vais essayer d'avancer, je peux avoir un petit coup de main. Voilà, c'est aussi un lieu d'hématome, je l'avais mis sur la diapo, c'est très important parce que c'est souvent les hématomes à cet endroit-là ont du mal à différencier avec la fracture. Et puis la fourchette, alors il faut savoir que la fourchette c'est toujours positif parce que c'est de la peau la fourchette, donc ça répond en sensibilité superficielle, c'est normal. Par contre la sensibilité profonde est intéressante parce que c'est podotrochléaire. On passe à la suivante, merci. Et puis la plus utilisée, parce que c'est la plus globale, c'est les talons ensemble. Et les talons ensemble, en sensibilité superficielle, elles nous informent sur n'importe quel endroit du pied. En sensibilité retardée, c'est quand même plutôt l'appareil osto-articulaire. C'est certainement le test le plus sensible, mais le moins spécifique. Quand je dis le moins spécifique, c'est par rapport au pied. C'est-à-dire, on ne sait pas où c'est dans le pied, mais c'est bien le pied.
Voilà, j'y suis arrivé. Alors, le pied atrophé, c'est la conséquence de la décharge prolongée. Hein. Donc ça, les maréchaux ont bien décrit ces pieds serrés. Disons que du côté, dans le dessin, la colonne de gauche, c'est le pied atrophié, à la droite, c'est le pied opposé. Donc c'est en général unilatéral, bien sûr, et c'est associé à une boiterie. Hein. Et on a plus de talons, on a une fourchette plus serrée, on a une couronne débordante et des barres profondes. Ceci me permet d'introduire comment observer les pieds petits ou serrés. Alors, il y a la notion de taille du pied, les divisions, le volume du pied. En maréchalerie, ça se traduit par le numéro du fer. Et vous avez ce qui a été cité tout à l'heure, le carnet de santé du pied du cheval, qui a été mis au point par Patrick Daufremont, Luc Leroy et Denis Leveillard, et qui est très utile pour, comme c'est un carnet de suivi, pour le suivi de la taille du pied. La mensuration du pied peut être aussi faite avec un programme de métrone, c'est-à-dire c'est un programme de quantification à partir de la photographie. On en a vu des exemples aussi tout à l'heure, et on peut associer la radiographie et la photo du pied. Hein. Mais j'avais derrière la tête de vous présenter plutôt le travail que vous allez trouver sur le site de l'EFCE, qui était la conférence d'il y a 2 ans, hein, de Claude Lorty, avec son métal semi-malléable qui sert à prendre l'empreinte de la couronne et comparer cette empreinte de la couronne à la ligne blanche. Et la concordance lui donne une bonne idée de beaucoup de choses. Hein. D'abord, ça lui permet un suivi de connaître l'évolution de la taille de son pied, s'il garde les gabarits ou qu'il les porte sur un dessin. Et d'autre part, ça lui permet de calculer la qualité de la tournure du fer. Hein. Et quand la tournure est bonne, eh bien, la position des étampures sur son fer doit correspondre à son gabarit. Hein. Donc là, j'avais trouvé cette conférence assez intéressante, je l'ai revisualisée, et vous pouvez aller sur Equivote, vous la retrouverez. Regardez-la bien. Je pense que tout le monde avait apprécié sa présentation. Et puis, on est bientôt à l'ère de la télémaréchalerie, peut-être. Hein. Il existe une technique en cours de développement, qui est déjà sur le marché, de scanner de la face solaire du sabot, hein, qui est assez précise, hein, qui travaille à des dimensions inframillimétriques, qui permet d'avoir le gabarit parfait de cette face solaire, qui permet au maréchal de dessiner sur sa tablette la place des pinçons, des étampures, de tout ce qu'il veut de son fer, et qui transmet par Internet à un fabricant qui utilise, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, avec un fraisage automatique, des matériaux qui sont à ne pas retoucher ou de toute façon à ne pas chauffer, ce qui permet d'avoir des alus multicouches amortissants, qui permet d'avoir n'importe quel type de substance, qui va faire des ferrures certainement, qui vont être à mon avis un gros progrès, au moins dans l'amortissement. Et de toute façon dans le confort, puisque les étampures seront au bon endroit, et que le maréchal en même temps envoie le gabarit, c'est la petite plaquette en bas à droite, du clou qu'il veut utiliser, à savoir la profondeur, le collet, etc. Et l'étampure sera fabriquée en fonction. Comment ? Eh bien c'est bien, c'est la fin. Donc je reviens au début au pied serré. Eh bien le pied serré en maréchalerie, ça va être la tournure, le brochage, les pinçons. La tournure, des fois avec une fausse bonne idée, on peut passer,
Voilà, voilà un exemple de tournure où on pense être avec le pied naturel. Presque toujours, j'ai vu les chevaux boiter avec ce fer-là, et je pense que les contraintes qu'il impose à la paroi ne sont pas tolérées. Sinon, bon, tournure, brochage, pinçon, voilà autour de quoi tourner le sujet. Mais à l'inverse, et c'est peut-être la partie qui m'intéressait le plus et que j'ai essayé de vous montrer, c'est que le pied atrophié peut être traité par la ferrure, et ce sera mon avant-dernière diapo. Si on prend le principe du... Ah, j'y suis arrivé. Le principe de neurologie que je vous ai expliqué, eh bien, on va considérer que le confort est lié au corium et qui va dépendre de la répartition des pressions, donc la notion de forge, de plaques, de matériaux utilisés, la technique de clou de brochage, et que le confort lié à l'appareil osteoarticulaire et ligamentaire dépend plutôt de la géométrie du fer. Donc si on n'a pas les deux, on n'aura pas d'appui, et si on n'a pas d'appui, on a un pied atrophié. Diapo suivante. Ben, vous me la mettrez, merci. Alors ce qu'il faut retenir, eh bien, c'est qu'un pied que l'on pourrait qualifier de serré peut être petit en raison de la race, de l'environnement, du comportement, etc. Que la plasticité ou la résilience de la boîte cornée est un élément, mais ce qui compte d'avoir toujours présent à l'esprit, c'est le complexe, kéraphile, podophile, troisième phalange. C'est lui qui assure la cohésion de l'ensemble. Hein. On ne peut pas raisonner qu'en termes simples de parois. Le pied dit resserré est le plus souvent dû à un défaut de charge du membre qu'à une pression externe exercée par la ferrure. Et les mécanismes de la douleur et de son contrôle confèrent à la ferrure le pouvoir d'induire le resserrement, mais aussi, à l'inverse, de le stopper. La coopération donc, entre maréchal ferrant et vétérinaire est nécessaire, et le pied atrophié est en général associé à une boiterie chronique d'un membre. Je vous remercie de votre attention. Diapo suivante. Vous voyez qu'il est plus facile de desserrer un pied mort qu'un pied vivant. Merci beaucoup.